Salut les copains, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo, comme tu me l'as demandé Laurent, sur la rivalité Rafa-Novak et on va étendre cette vidéo et cette analyse au trio Roger, Rafa, Novak. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pour moi on parle souvent de Big Four, mais pour moi en réalité c'est vraiment un Big Three, puisque je trouve que Murray en termes de palmarès et d'aura est vraiment très très loin de ces trois-là, que ce soit en termes de popularité, en termes de palmarès, de nombre de grands chelems gagnés, etc. Il est très très loin, même si son palmarès est, à Andy, il est magnifique. Il a gagné le Masters, il a gagné plusieurs grands chelems, il a gagné les Jeux Olympiques 2 fois. Voilà. Mais pour moi, on est plutôt sur un vrai Big Three. Donc voilà, donc tactiquement en plus c'est super intéressant à analyser parce qu'on a trois joueurs qui ont un style de jeu qui est complètement différent. Tennistiquement parlant, ils ont quasiment aucune similitude, les trois. Ouais, oui, ils ont même vraiment aucune similitude. Donc on va commencer par la rivalité et l'opposition Novak contre Roger, qui est une opposition qui a le plus souvent souri à Roger Federer, et pour une raison très simple, c'est que même s'ils ont un style de jeu différent, puisque vous avez un revers à deux mains opposé à un revers à une main, euh, ils ont quand même un style de jeu qui se rapproche un petit peu, dans le sens où les deux adorent jouer en cadence, adorent prendre la balle tôt. Et dans ce style de jeu-là, Federer a souvent pris le dessus sur Novak, même si c'est vrai que depuis 2011, la tendance s'est complètement inversée, notamment en Grand Chelem. Ça vient aussi de l'aspect physique où Roger a beaucoup décliné alors que Novak, au contraire, lui, est devenu très fort dans ce domaine-là. Tactiquement, ces matchs-là sont super intéressants parce que vous avez d'un côté un des meilleurs serveurs du monde, pas en termes d'ace, mais en termes de qualité de première, en termes de variation de service, en la personne de Roger, et de l'autre, vous avez le meilleur retourneur du monde, et peut-être même, euh, ouais, sans aucun doute, le meilleur relanceur de tous les temps, en la personne de Novak. Donc déjà là, vous avez un aspect tactique qui est très intéressant, où vous avez Federer qui va énormément varier pour pas permettre à Novak de se régler. Et de l'autre côté, vous allez avoir un Novak qui, côté revers, va toujours rentrer dans le court, prendre la balle très tôt et prendre l'échange à son code dès le début. Et quand vous regardez leurs oppositions et les matchs qui ont été remportés par Roger, c'est toujours des matchs où il a extrêmement bien servi et où il a annihilé la qualité de retour de service de Novak, qui est pour moi son point fort. Euh, dans le plan, dans son jeu, c'est quand même un. Si vous lui enlevez la qualité de retour, ça sera un joueur nettement moins dangereux, mais c'est le meilleur retourneur de tous les temps. C'est un joueur qui est capable de retourner n'importe quel type de service. Il est capable de retourner bloqué, il est capable de reculer, il est capable de retourner slicer. Il est vraiment capable de tout faire de ce côté-là. Donc ça a toujours été un aspect intéressant dans leur jeu. Voilà. Après, du fond du cours, vu que ça joue en cadence, Roger a toujours souvent pris l'ascendant, parce qu'il arrive à prendre la balle plus tôt que Novak et à plus varier. C'est-à-dire que Novak, il va être capable de prendre la balle très tôt, surtout côté revers, mais uniquement, ou à 80%, 90%, uniquement dans la diagonale. Et la diagonale, du coup, dans cette diagonale-là, Federer a souvent pris l'avantage parce que côté revers, il est capable, lui, de prendre la balle plus tôt. Il est capable de, lui, prendre la balle plus tôt et de faire plus de choses. Et surtout, d'aller agresser Novak directement sur son coup droit, qui est typiquement ce que Rafa n'arrive pas assez à faire, et on y reviendra plus tard. Après, vous avez aussi le fait que Roger contre Novak, vu que ça joue en cadence et que ça joue très vite, il arrive très souvent à venir au filet, ce qu'il n'arrive pas à faire contre Rafa. Et en venant beaucoup au filet, quand il est en forme au service et à la volée, tout de suite il se met à faire beaucoup de points gagnants et à faire mal à Novak. Novak, lui, quand il gagne les matchs contre Roger, c'est toujours des matchs où il retourne vraiment très bien, où il réussit à prendre la balle tôt et où il réussit à empêcher Novak, à empêcher Roger de créer son jeu vers l'avant. Ça a toujours été des matchs comme ça. Après, dans leur opposition, ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que les deux joueurs sont plus forts côté revers. Roger, son point fort, c'est le revers. Novak, son point fort, c'est le revers. Et les deux joueurs ont tendance, quand ils sont moins bien,
à commettre beaucoup de fautes côté coup droit. Que ce soit Novak et Roger, les deux ont cette particularité-là de parfois pas mal arroser de ce côté-là. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un match où il y a très peu de diagonale coup droit. Quand vous regardez les autres joueurs, généralement la diagonale coup droit est très utilisée pour ensuite aller attaquer sur le revers. Mais vu que ces deux-là ont des jeux similaires, la diagonale coup droit, on va toujours la casser. On va la casser très très vite. Parce que les deux n'excellent pas dans ce domaine-là du jeu. Et après, au fil des années, Novak a pris l'ascendance sur Roger, parce que lui s'est mis à très bien servir. Roger, c'est l'un de ses points faibles, c'est que c'est pas un très très grand retourneur. Il a un très bon pourcentage de services retournés, il est toujours sur les trajectoires, il a un coup d'œil extraordinaire. Par contre, il n'arrive pas, en tout cas pas assez, surtout sur la deuxième partie de carrière, à faire mal directement sur le retour. Il fait peu de retours gagnants, et contre Novak, qui depuis 2011 est devenu un très très bon serveur, Novak a toujours pris l'ascendant dans ce compartiment-là du jeu. Les matchs Roger-Novak sont toujours très spectaculaires. Il y a souvent beaucoup de points gagnants, ça vient au filet, tennistiquement c'est vraiment un régal parce que même si les deux sont en cadence, ils ont Novak vient pas au filet, Roger vient beaucoup, Novak sert peu d'ace, Roger peut en servir beaucoup, Novak est très très bon au passing, donc en plus ça donne vraiment des points très spectaculaires, et tactiquement c'est vraiment celui qui sent le mieux la balle. Puisque les deux joueurs jouent en cadence, celui qui gagne le match est toujours le joueur qui sent le mieux la balle, qui remporte le match. Parce que tactiquement, Roger n'a pas de plan B, et Novak n'a jamais eu besoin de trouver d'autres solutions contre Roger. Il a eu besoin d'en trouver contre Rafa, il les a cherchés, il les a trouvés, et ça a marché, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette rivalité, qui est vraiment une belle rivalité du sport. Ils ont joué vraiment des très grands matchs l'un contre l'autre, que ça soit Wimbledon, que ça soit l'US Open, un peu partout tout autour du monde. Je me rappelle d'une finale de Dubaï qui avait été magnifique, remportée par Roger. Voilà, donc vraiment très très belle rivalité, et tennistiquement toujours un régal. Maintenant, on va passer à la rivalité entre Rafa et Roger, qui est pour moi la plus belle de tous les temps. Mais qui tactiquement n'est pas du tout la plus intéressante, mais alors pas du tout, parce que tactiquement c'est assez simple, dans le sens où Rafa étant gaucher, avec son lift énorme, sur toutes les surfaces, il a toujours utilisé une seule manière de jouer Roger, c'était d'aller chercher dans la diagonale, en tapant très très fort, parce que dans la diagonale, évidemment, vous avez plus de place, et mettre un lift énorme pour faire reculer Roger côté revers et l'attaquer côté coup droit. Et ça, il l'a fait dès 2004 à Miami, dès sa première victoire. À Miami en 2004, Rafa avait 18 ans. Il n'avait pas encore 18 ans d'ailleurs. Dès son premier match, c'est toujours ce qu'il a fait. Là où Roger n'a pas eu l'intelligence tactique de Novak, c'est que lui, il a tenté deux réponses à cette option tactique de Rafa. C'est de jouer un tennis extrêmement agressif et de venir au filet dès le deuxième coup de raquette, dès le troisième, d'agresser Rafa constamment, ce qui est une très mauvaise idée contre Rafa vu que c'est l'un des meilleurs passeurs de tous les temps. Et il s'est toujours fait passer énormément, on le voit notamment à Wimbledon, même à Wimbledon, où la surface normalement devrait permettre à Roger de monter dans les meilleures conditions possibles. Même là, il a toujours pris des énormes passings. Si vous regardez la finale de 2008 de Wimbledon, sur le résumé qui fait une demi-heure, vous voyez une trentaine de passings gagnants de Rafa. Ça fait beaucoup quand on connaît la qualité de Roger à la volée. Énormément de passing. Donc ça a été ça, être extrêmement agressif, venir à la volée le plus possible. Ou la réponse totalement inverse, c'est-à-dire d'essayer de jouer Rafa côté fond de cours, du fond du cours, d'essayer de le prendre à son propre jeu. Et là, ça a toujours été une boucherie. Roland Garros 2008, 6-1, 6-3, 6-0. Roland Garros 2008. Et il n'a pas eu l'intelligence tactique de proposer un jeu intermédiaire, ce qu'a proposé Novak, on y reviendra juste après. Donc voilà, après Roger, il a beaucoup battu Rafa en début de carrière et sur surface rapide. Et après, sur la deuxième partie de carrière de Rafa et de Roger, c'est-à-dire post-2008, Roger a quasiment gagné nulle part. Il a gagné 2 fois au Masters, je crois. Et après, il y a eu assez peu de victoires. Si vous prenez sur leur deuxième partie de carrière, Rafa a tout gagné.
il l'a battu en Australie, il l'a battu à Wimbledon en 2008, il l'a battu à Cincinnati, franchement il l'a vraiment battu sur toutes les surfaces, à part en indoor, où pourtant il était pas loin, notamment à Bâle il y a 2 ans. Et donc voilà, donc c'est autant tennistiquement c'est un régal, parce que vous avez une opposition de style absolu, un gaucher contre un droitier, un revers à une main contre un revers à 2 mains, un joueur qui lift contre un joueur qui prend la balle à plat, un joueur qui est très défensif contre un joueur qui est extrêmement offensif. Donc visuellement, c'est un régal. Tactiquement, analysé, c'est assez pauvre, et c'est là où je trouve que Roger a manqué d'intelligence. Rafa, lui, il avait trouvé sa solution, il n'avait pas besoin de chercher il n'avait pas besoin de chercher de solution. Il avait un plan, son plan A, il a toujours marché, donc il n'a jamais eu besoin de chercher de plan B. Il a eu raison de ne pas changer sa tactique. Par contre, Roger, il n'a jamais eu l'intelligence de proposer un jeu intermédiaire, c'est-à-dire un jeu ni défensif ni offensif, mais plutôt plus un jeu d'attente, ce que fait parfaitement Novak. Et c'est surtout sur cette rivalité que je vais me poser le plus et sur laquelle je vais être le plus dans le détail. En tout cas, je vais essayer. Ce qui nous amène donc à la rivalité Rafa contre Novak. Donc c'est une rivalité qui est vraiment une rivalité en 2 temps. Post 2011 et pré 2011. Avant 2011, une rivalité qui est largement dominée par Rafa pour une raison très simple. Physiquement, jusqu'en 2011, Novak n'est pas fini du tout. C'est pas un athlète accompli. C'est un tennisman professionnel qui a un physique, on va dire, acceptable, mais qui n'est pas un athlète de haut niveau. Et à cette époque-là, il se joue énormément sur terre battue et énormément sur des matchs assez longs, parce que Novak est très défensif à cette époque-là. Donc vous avez toujours des matchs très très longs. Physiquement, Rafa est infiniment supérieur à Novak à ce moment-là, donc il gagne. En plus, à cette époque-là, Novak joue beaucoup plus loin de sa ligne de fond de court, ce qui permet à Rafa de gagner cette diagonale. Dans le jeu de Rafa, c'est toujours le point clé, c'est cette diagonale, coup droit Rafa et revers de son adversaire, sauf quand c'est contre Verdasco qui est un gaucher par exemple. Mais c'est toujours cette diagonale qui fait 80% du résultat. Or, post-2011, Novak est en moyenne 1m50, 2 mètres derrière sa ligne, parfois plus sur terre battue. Donc, ce qui donne, en étant loin de sa ligne de fond de court, il permet à la balle de Rafa de prendre le temps de remonter après le rebond. Ce qui fait qu'il joue côté revers des balles qui sont en phase montante, ou qui sont au sommet du rebond. Ce qui fait que ce sont des balles qui ont énormément de vie, parce que la balle, en fait, après le rebond, elle a une certaine vie. Si vous la prenez phase montante, elle n'a pas encore pris toute sa puissance et toute sa lourdeur. Par contre, quand vous la prenez sommet du rebond, parce que vous êtes 3 mètres derrière votre ligne de fond, là, vous avez une balle qui, là, tourne à son maximum et qui, là, a pris tout le lift. Et donc, ce qui fait que de ce côté-là, cette diagonale revers coup droit, avant 2011, Rafa, il la gagne 80% du temps. 80% du temps, il réussit à obtenir la balle courte ou carrément à faire rater Novak de ce côté-là. Après, vous avez un autre aspect du jeu qui à ce moment-là est très très important, c'est le service de Novak. Novak, à cette époque-là, est un serveur extrêmement moyen. Il a une qualité de service qui est à ce moment-là inférieure à celle de Rafa. Or, à ce moment-là, le meilleur retourneur du circuit, c'est qui? À ce moment-là, c'est pas encore Novak. À ce moment-là, c'est Rafa. Donc, ce qui fait que sur quasiment toutes ces mises en jeu, Novak, il se retrouve agressé parce que Rafa retourne très bien et que lui ne sert pas très bien. À cette époque-là, il fait énormément de doubles fautes, beaucoup plus que maintenant, et au filet, il est très très moyen. D'où l'intérêt de sa collaboration avec Becker et d'où l'intelligence de plan de carrière qu'a eu Novak derrière. Donc ça, c'est avant 2011. Parce que c'est un match-up, comme on dit au basket, qui joue vraiment du fond du court. Les deux ont un jeu de fond de court, et à cette époque-là, ils ont un jeu qui est assez similaire. Sauf qu'en 2011, Djoko, il va faire une préparation physique après le Masters énorme. Il va partir aux États-Unis, il va se créer une caisse physique, il va devenir un athlète énorme, il va arrêter le gluten, il va faire des choix, il va arrêter de la viande, il va faire des choix alimentaires
avec un régime alimentaire qui est drastique, où il fait attention à tout ce qu'il mange, à tout ce qu'il boit, il ne fait aucun excès. C'est un régime de vie qui est absolument extraordinaire et qui montre à quel point la volonté de ce joueur, de cet athlète de haut niveau, de ce champion hors norme qu'est Novak, ça montre toute la volonté qu'il a eue de devenir le meilleur joueur du monde. Donc à partir de 2011, Novak devient très fort physiquement. Dans ce compartiment-là du jeu, à partir de 2011, il fait jeu égal avec Rafa. Et parfois, quand Rafa est un peu blessé, il est même supérieur. Mais à partir de ce moment-là, Rafa ne peut plus le battre uniquement sur le physique. Donc ça, vous êtes à 50-50. Et l'autre choix tactique, qui est là pour le coup vraiment un choix tactique et tennistique que va faire Novak et qui va révolutionner son jeu, c'est d'avancer d'1 mètre. Avant, il a en moyenne 1,50 m derrière sa ligne de fond de court. À partir de 2011, Novak colle sa ligne du début à la fin, non-stop. C'est-à-dire que quand il joue Rafa, au lieu de prendre cette balle qui vient dans la longue diagonale comme ça, au lieu de la prendre à 3 mètres de haut ou à 2,50 m parce qu'elle est pleine de lift et parce qu'elle est pleine de vie, eh bien il va la prendre à hauteur de hanche ou entre mi-hanche, mi-épaule, qui est la meilleure hauteur pour prendre une balle au tennis. L'idéal, c'est quand vous prenez la balle entre la hanche et l'épaule. Cette hauteur-là, c'est l'hauteur naturelle, vous n'avez pas besoin de faire d'effort. Et c'est aussi la hauteur où la balle de Rafa a le moins de vie, donc où elle est le plus facile à contrôler. Donc à partir de ce moment-là, Novak commence à remporter cette diagonale. Et or, quand vous remportez cette diagonale face à Rafa, vous avez quasiment le match gagné. Parce que Rafa, il ne va pas faire la différence côté revers. S'il n'arrive pas à faire la différence avec son coup droit, soit vous êtes moins fort physiquement que lui et il va vous avoir à l'usure, ou soit vous êtes physiquement capable de lui tenir la dragée haute et de rentrer dans un combat athlétique absolument fou, et dans ce cas-là, vous avez quasiment le match gagné. Et Novak, à partir de 2011, il gagne cette diagonale-là. Et l'autre aspect de son jeu qui va changer, c'est son service. Novak, comme je vous disais, c'est un serveur très moyen, en première partie de carrière. En deuxième partie de carrière, il décide de changer son geste, il change sa préparation, et ça devient un très très bon serveur. Ça devient un serveur qui est capable de servir des deuxièmes balles à 180 km/h, qui est capable de vous faire des aces à 208 extérieurs, qui est capable de, comme ça, sur un match, de vous sortir 10, 15 aces. Vous rajoutez, quand vous avez 15 aces, généralement vous avez 15, 20 services gagnants. Donc c'est un joueur qui est capable, comme ça, de gagner des jeux entiers, parce qu'il sert très bien. Et en plus, à ce moment-là, Rafa a la particularité assez curieuse, selon moi, et que je m'explique toujours pas, c'est qu'il va commencer à beaucoup moins bien retourner que sur sa première partie de carrière. Et pas uniquement contre Novak. Donc ce qui fait que vous avez d'un côté votre service qui fait mal à votre adversaire, le service de Novak en l'occurrence, qui fait mal à celui de Rafa, et de l'autre côté vous gagnez la bataille la plus importante du fond de court, qui est la bataille des diagonales. Et donc à partir de là, vous avez aujourd'hui, les Nadal Djokovic ne dépendent plus, pour moi, à l'heure actuelle, de Rafa. Les Rafa Novak dépendent à l'heure actuelle uniquement de la qualité de tennis proposée par Djokovic. Et là où ça devient criant, à partir de 2011, c'est qu'à partir de 2011, Novak commence à battre Rafa, même sur terre battue. Et il bat Rafa même sur terre battue, en faisant ce que Roger n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire à proposer un jeu d'attente, ni offensif, ni défensif. Je prends la balle tôt, mais vous savez, Roger Federer, c'est un joueur qui prend la balle tôt pour faire des coups gagnants. Vous pouvez prendre la balle tôt, sans obligatoirement vouloir jouer des coups gagnants et sans vouloir être extrêmement agressif et faire beaucoup de fautes. Et Novak, il le comprend parfaitement, c'est-à-dire qu'à partir de 2011, il continue de prendre la balle tôt, mais juste en essayant de trouver une bonne longueur pour empêcher Nadal de rentrer dans le terrain. Et il y arrive parfaitement. Et après, ce qui se passe, c'est que quand Nadal n'arrive pas à rentrer dans le terrain, il passe dans une situation où il commence à reculer pour attirer son adversaire vers le filet. Et ça marche pas du tout contre Novak, parce que Novak monte très peu au filet, parce que Novak tombe pas dans le piège que tend Rafa à tous ses adversaires. C'est-à-dire que Rafa, quand il a un adversaire
et qu'il n'arrive pas à faire la différence, en gros, il lui dit, allez, vas-y, viens, monte au filet, mon grand, je vais te montrer qu'est-ce que c'est un passing estampillé de la maison Rafa. Et Novak, lui, il lui dit, non, non, vas-y, je cours, je m'en fous, je monte pas. Je vais pas monter, on va continuer du fond du cours, je vais te faire courir droite-gauche, et vu que physiquement je suis aussi fort que toi, je vais te faire exploser. Et ça a commencé à Rome en 2011, où Novak s'impose, je sais plus s'il s'impose 7-5, 6-4 ou 6-4, 6-4, il s'impose en 2-7. Et tactiquement, ce jour-là, je pense que Djokovic fait le match parfait, et que ce jour-là, il trouve la clé tactique pour affronter Rafa sur terre battue. Et derrière, il va le battre plusieurs fois, il va le battre à Madrid, il va le battre... Et même à Roland-Garros, les matchs que Djoko a perdus, le 9-7 au 5e, la finale en 4-7, les deux finales en 4-7, même les 3 matchs qu'il perd, déjà à chaque fois il prend un 7 à Rafa, une fois il en prend 2 et il mène 4-3, service à suivre, 4-3, 30A, service à suivre dans le 5e. Et tactiquement, il avait trouvé la solution. Ces 3 fois-là, Rafa s'en sort parce qu'il évolue à son tout meilleur tennis, que les conditions sont absolument parfaites dans le sens où il fait très très chaud, le lift de Rafa rebondit très haut, et où ce jour-là, ces 3 jours-là, Rafa trouve son coup droit long de ligne. Aujourd'hui, le point fort de Rafa, c'est son coup droit enroulé pour aller chercher la diagonale. Et son point faible côté coup droit, c'est le coup droit long de ligne. Or, contre Djoko, faut que Rafa trouve son coup droit long de ligne pour aller attaquer justement le coup droit de Novak, qui est son point faible. Et malheureusement, pour Rafa et heureusement pour Novak, et c'est là où leur rivalité devient hyper intéressante, c'est que le coup droit long de ligne de Rafa, il n'est pas très bon. Rafa, c'est un droitier. Quand il joue de la main gauche, il joue de sa mauvaise main en réalité. Et il manque de précision. C'est pour ça qu'il est plus fort dans la diagonale, parce que taper très très fort, il peut le faire, mais trouver des zones très précises, il n'y arrive pas. Lui, ce qu'il arrive, c'est à enrouler. Or, pour aller chercher une diagonale, il ne faut pas enrouler du tout, c'est l'inverse. Il faut trouver une trajectoire rectiligne. Or, Rafa n'y arrive pas du tout. Et généralement, même quand il veut jouer long de ligne, il enroule, il lifte son coup, ce qui fait qu'au lieu de trouver un coup qui est à 20 cm de la ligne extérieure, eh ben son coup est 1 mètre à l'intérieur du court. Donc du coup, il n'arrive pas à créer les différences. Et les jours où Rafa évolue à son meilleur tennis, et les meilleurs matchs de Rafa, c'est toujours des jours où il a réussi à trouver son coup droit long de ligne. Et contre Novak, quand il n'arrive pas à trouver son coup droit long de ligne, vu qu'il veut attaquer le coup droit de Novak, et que tactiquement il a raison, parce que c'est ce qu'il faut faire, il a raison Rafa, il faut qu'il attaque le coup droit de Novak. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va aller tourner son revers, et il va trouver son coup droit, son fameux coup droit décroisé, qui est son meilleur coup. Sauf que vu que Novak va à une vitesse absolument dingue du fond du court, quand il vient décaler son revers pour aller chercher le coup droit de Djoko, mais que Djoko l'a anticipé, qu'est-ce qui se passe? Il se fait attaquer long de ligne et il se fait attaquer sur son coup droit. Et en se faisant attaquer sur son coup droit, et ben, tout de suite il s'expose. Et c'est là où Novak a trouvé, à mon sens, la première brèche dans le tactique, dans le jeu de Nadal. C'est que beaucoup de joueurs ont cru qu'il fallait attaquer, qu'il fallait pilonner Rafa sur son revers pour obtenir une balle courte et l'attaquer côté coup droit. Et non, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est ce que fait Novak. C'est, si je peux, je le joue côté revers, mais je l'attaque plein côté coup droit. Pourquoi? Rafa, si vous regardez bien, quand il se replace dans un échange, il se replace toujours plus côté revers. Il laisse toujours 1 mètre de plus sur son coup droit, parce qu'il anticipe le coup côté revers pour venir tourner son coup droit. Et or, Novak, ça le voit. Il le comprend. Et pendant que Rafa fait le petit pas de trop pour se décaler déjà côté revers, lui il l'attaque côté coup droit. Et c'est ça qui marche. Et en réalité, le premier qui avait trouvé ça, tactiquement, c'est Robin Söderling, en 2009. Sauf qu'après, il n'a pas pu le reproduire parce que malheureusement pour lui, il a eu tous ses problèmes de santé, etc. Et tactiquement, Djoko, il le fait. Donc, c'est pas une opposition de style pure, parce qu'on a 2 athlètes, ils ont quand même pas mal de similarités dans le jeu, c'est des joueurs de fond de court, etc. Mais tactiquement, les matchs Nadal-Djoko, c'est des parties d'échecs. C'est pas les plus beaux matchs, parce que généralement, il y a pas mal de fautes directes, vu qu'on a des échanges assez longs, il y a moins de coups gagnants, etc. Mais tactiquement, c'est vraiment une partie d'échecs. Et le petit plus qu'a Novak, et qu'a pas su avoir Roger, alors pourtant Roger aurait dû être meilleur que Novak dans ce compartiment-là du jeu, c'est que Novak, quand il fait reculer Rafa,
il lui fait des amortis. Ils lui en fait toujours. Et les amortis côté revers de Novak, c'est un délice. Elles sont parfaites. Et Roger, lui, ne faisait pas ça. Donc aujourd'hui, vous avez un Novak qui a compris que pour battre Rafa, il faut qu'il varie énormément dans tous les secteurs du jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille chercher le coup droit de Rafa de temps en temps, directement qu'il attaque sur son coup droit. Il faut qu'il le pilonne un peu côté revers. Il faut qu'il tienne dans la diagonale. Il faut qu'il le fasse reculer. Il faut qu'il vienne lui faire une amortie. Il varie tout le temps, Novak, contre Rafa. Et les matchs où Rafa a gagné sur terre battue, les dernières années, c'est toujours des matchs où Rafa a vraiment évolué à son meilleur niveau. On s'en rend pas forcément compte, parce qu'en face, Novak est tellement bon qu'on ne voit pas un Nadal si impressionnant que ça, mais si vous regardez en termes de qualité de tennis pur, la finale de Roland-Garros 2013, la finale de Roland-Garros la finale de Roland-Garros 2014, la finale 2013 et la demi-finale 2012, ces trois matchs-là, si Rafa il joue pas contre Novak, s'il évolue au même niveau, mais qu'en face c'est pas Novak Djokovic, c'est Roger Federer ou c'est Andy Murray, il leur met 1, 1 et 1. Parce que ces trois matchs-là, Rafa il évolue à un niveau absolument dingue. Physiquement il est monstrueux. Côté coup droit, il régale, revers il rate rien, il sert très bien, il retourne bien. Mais Novak est tellement bon que même ce Nadal à son meilleur niveau, il le bat. Et là où ça devient criant, c'est le jour où Nadal est moins bien. Roland-Garros 2015, le quart de finale. Ce jour-là, Rafa est moins bien. Il fait tout un petit peu moins bien. Et Novak lui met une leçon. Il lui met une leçon parce que tactiquement, il a la réponse à tout. Parce que physiquement, il est mieux. Parce qu'il sent mieux la balle. Parce qu'il va plus vite. Et parce que mentalement, Rafa, on sent qu'il n'est pas prêt à rentrer dans la bataille. Aujourd'hui, Rafa, quand il rentre sur le court contre Novak, il sait pertinemment que s'il joue pas son meilleur niveau, il n'a aucune chance de gagner. Novak, lui, il sait, quand il rentre sur le court, que s'il est très bon, sans être stratosphérique, il sait que s'il est très bon, il a 80% de chance de gagner. Et il sait que s'il est à son meilleur niveau, il va mettre une fessée à Rafa. Il le sait parce que tactiquement, il a plus de réponses. Parce qu'il a un jeu qui est moins stéréotypé, parce qu'il a plus de solutions tactiques. Il sert mieux, il retourne mieux, il varie plus, il prend la balle plus tôt, il fait tout un petit peu mieux que Rafa. Donc, si vous vous projetez sur l'année prochaine, et moi c'est mon cas, ça peut être encore une année très compliquée pour Rafa contre Novak. Si on a le Novak qu'on a eu ces dernières années, ça va être très compliqué. Si on a le Novak des derniers mois, Rafa peut le battre, il n'y a aucun problème. Et là où c'était devenu intéressant cette année, c'est qu'ils se sont joués deux fois. Indian Wells et Rome. Rafa perd 2 fois en 2-7. Rafa a balle de 7 au premier, à Indian Wells. Et il sert pour le 7, il a le break dans les 2 sets à Rome. Et là où c'est super intéressant, et là où ça prouve justement que Rafa avait retrouvé son meilleur niveau avant sa blessure à Roland-Garros, c'est que ce Novak-là, qui était un Novak qui gagnait tout, qui n'était pas le Novak de la fin de saison, qui était un très très bon Novak, et ben il lui a tenu la dragée haute, et il était à 2 doigts de le battre les 2 fois. À Rome, notamment, Rafa peut presque gagner en 2-7. Il perd en 2-7, mais il peut presque gagner en 2-7. Donc tactiquement, cette rivalité, c'est un régal. J'aimerais avoir beaucoup plus de stats, notamment de la part de l'ATP, sur les zones qui touchent, etc. Sur le lift que met Rafa contre Novak. J'aimerais avoir toutes ces données-là. Sur le pourcentage de coups droits long de ligne que Rafa tape contre Novak comparé à quand il va jouer contre Federer. Quand il va jouer contre Federer, il va jamais jouer long de ligne, Rafa. Parce qu'il n'en a pas besoin. Et quand il veut battre Novak, il est obligé d'aller chercher ce coup droit long de ligne que malheureusement il trouve pas assez souvent. Donc voilà, donc c'est ça qui vous donne cette rivalité absolument qui est au-dessus de tout. Pour moi tactiquement, même si la plus belle à regarder, ça reste le Rafa Roger, évidemment, parce que tennistiquement c'est plus spectaculaire. Donc voilà, donc évidemment, comme je vous le disais, pour moi il y a vraiment un big free parce que vous avez 17, 14 et 12 grands chelems pour ces trois-là. Murray en est même pas la moitié. Bon, il a le Masters, il a deux titres olympiques, etc. Donc Murray pour moi rentre pas dans ce débat-là. En plus, il n'a pas de grande rivalité, Murray, parce qu'il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien d'éclatant. Quand il gagne ses grands chelems, il les gagne et c'est des super finales. Quand il gagne les Jeux Olympiques, c'est génial. Mais il n'y a pas
Il n'y a pas ce côté rivalité historique qu'on peut retrouver avec les trois autres. Donc voilà. Donc voilà pour ce triptyque, ce trio de folie. Voilà, à mon avis, on a parlé d'un Big Four parce que c'était l'époque des 4 fantastiques et qu'il fallait en trouver un quatrième. Et vu que Murray était toujours troisième, quatrième mondial, ils l'ont mis dans le débat. Mais en vrai, c'est vraiment 3 joueurs qui ont dominé le tennis, qui ont marqué l'histoire du sport. L'histoire du sport en général, pas juste l'histoire du tennis. Donc ouais, franchement, c'est vraiment génial de les avoir eus en même temps. Ça aurait été dommage de les avoir pas en même temps, justement. Les avoir eus à la même période, ça nous a donné des oppositions de style absolument folles. Et imaginez Rafa sans Novak et Roger, il aurait gagné 55 grands chelems et les deux autres pareil. Roger tout seul, il aurait gagné 40 grands chelems consécutifs. Novak tout seul, il en aurait gagné 80 d'affilée. Donc c'était vraiment du pain béni, je pense, pour nous, amateurs de tennis, de les avoir en même temps. Malheureusement, vu qu'on les a eu en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'arrêter à peu près en même temps. Et que du coup, on va passer d'un tennis extrêmement intéressant, extrêmement attractif, extrêmement compétitif, avec 3 joueurs qui, au-delà de leur qualité tennis, ont des qualités athlétiques et mentales absolument hors normes. Moi, j'ai envie d'insister sur les qualités mentales de Rafa, on les connaît, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, mais les qualités mentales de Novak. Novak, c'est un gars qui, jusqu'à ses 24-25 ans, jusqu'à ses 24 ans, on parlait jamais de lui. Le mec, il était numéro 3 mondial, c'est quand même pas dégueulasse, numéro 3 mondial, et on parlait jamais de lui. Il était en demi-finale de tous les grands chelems, il avait déjà gagné l'Australie en battant Tsonga et en finale en 2008 d'ailleurs. Il a fallu encore attendre 3 ans de plus pour qu'on commence à réellement parler de lui. Il avait fait une finale de l'US Open, il avait fait beaucoup de choses, demi à Wimbledon, demi à Roland, et on parlait pas de lui. Et mentalement, c'est un gars qui a toujours dit qu'il serait numéro 1 mondial. Si vous vous rappelez, il y avait une interview de ses parents en 2007 où il disait déjà que Novak avait tout pour être numéro 1 mondial. Et c'est un gars qui a vraiment tout sacrifié. Je pense qu'à la base, pour moi, Novak et Rafa ont vraiment ce point commun, c'est que intrinsèquement, en qualité de tennis pur, ils n'avaient aucune chance d'être numéro 1 mondial. Aucune. Parce que tennistiquement, ils n'étaient pas assez forts. Par contre, mentalement, ils ont ce point commun, qui est le point commun de tous et qui pour moi les rapproche d'un certain Michael Jordan, c'est que ils ont été prêts à tout sacrifier pour devenir les meilleurs. C'est-à-dire que comme Michael Jordan, ils s'entraînaient 5 heures par jour. Comme Michael Jordan, mentalement, ils ont été extrêmement forts. Rafa, Michael Jordan, je prends l'exemple de Michael Jordan parce que je suis en train de lire sa biographie. Je vérifie juste si je l'ai là à côté. Ouais, non, elle est dans le salon. Je suis en train de lire sa biographie. Michael Jordan, c'est un gars, à l'université, on lui a dit qu'il serait jamais basketteur professionnel, qu'il jouerait jamais en NBA. C'est juste le mec, le plus grand joueur de basket de tous les temps. Il a fait 6 finales NBA, il a gagné les 6 et il a été élu 6 fois MVP des finales. MVP, c'est le meilleur joueur des finales. C'est le triple 6 parfait de Michael Jordan. Et Novak et Rafa, ils ont cette particularité-là. Novak, on lui a dit, tu seras jamais numéro 1 mondial, gamin. T'es un très bon joueur, mais tu seras jamais numéro 1 mondial. Ah, là, ouais. Il a dit, ok, pas de souci. Il a travaillé comme un acharné, il a tout remis en question, il a changé son staff, il a changé son médecin, il a changé son préparateur physique, il a changé son style de jeu, il a tout remis en cause, il a changé son alimentation. Honnêtement, il a changé sa vie, Novak. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point il a fait des efforts pour être numéro 1 mondial. Et il a réussi. Et Rafa, c'est le gars à qui on a dit, de toute façon, tu gagneras que sur terre battue, Rafa. T'es bon, hein, franchement, t'es très bon, mais tu gagneras jamais ailleurs qu'à Roland Garros. Au final, il a gagné 2 fois Wimbledon, il a gagné 2 fois l'US Open, il a gagné l'Open d'Australie, il a gagné les Jeux Olympiques en double sur dur, il a gagné quasiment tous les Masters Miss sur dur, il a gagné à Halle, il a gagné le Queens, bon bref, vous voyez où je veux en venir. Donc c'est des mecs qui mentalement sont plus forts que tout. Roger, je ne le mets pas dans cette qualité mentale parce que lui, il a été numéro 1 mondial. Parce qu'il a un don. Parce que tennistiquement, c'est le plus beau et le meilleur joueur de tous les temps en termes de qualité de tennis pur. Je sais pas comment on pourrait
comparer, mais en termes, ouais, on pourrait comparer à un joueur comme Stephen Curry, ceux qui suivent le basket, c'est-à-dire que c'est un gars qui a un talent pur qui a énormément travaillé, hein, évidemment. On n'est pas numéro un mondial, on gagne pas 17 grands chelems juste parce on a beaucoup de talent. Mais voilà, il est un peu différent, il n'est pas dans cet aspect mental, dans cette bagarre absolue qu'ont Rafa et Novak, et qui pour moi fait qu'ils se rapprochent de ce point de vue-là. Donc voilà pour cette vidéo. Bah, comme toujours, comme je vous dis à chaque fois, si vous avez une autre vidéo que vous voulez que j'aborde, un autre sujet que vous voulez que j'aborde et que je traite en vidéo, évidemment c'est avec plaisir. Et comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, je traiterai le sujet que si je le connais. C'est-à-dire que voilà, vous m'avez demandé d'évoquer des rivalités d'une époque où j'analysais pas le tennis, je l'ai pas fait parce que j'aurais raconté des bêtises et c'était pas intéressant. Là, je pense que ces trois rivalités, je les ai suivies de A à Z parce que dès 2005, j'étais devant ma télé quand Zizou a remis le trophée à Rafa. Donc c'est des rivalités que j'ai suivies depuis le début. Novak Federer, ça a toujours été des matchs que j'ai regardé avec énormément de plaisir. Donc voilà. Donc si vous avez un autre sujet que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Et petite info, comme je vous avais dit, Rafa a commencé en double le championnat d'Espagne qui joue dans son académie. Ils ont gagné avec Marc Lopez, ils ont gagné 6-2, 6-0. Je ne connais pas l'adversaire par contre. J'ai vu ça rapidement sur Twitter juste avant de faire la vidéo. Donc ils ont gagné 6-2, 6-0. Rafa était très content, il expliquait que c'était vraiment important pour lui de commencer des vrais événements dans son académie. Là aussi, on pourra en parler. Ce que fait Rafa pour le tennis et pour le sport en Espagne, c'est génialissime. Il n'a pas fini sa carrière. Il lui reste encore au moins 1, voire 2 ans, peut-être même 3 ans de carrière au haut niveau. Qu'il a déjà une académie, qu'il a financée en grande partie, dont il est le directeur. Voilà, franchement, c'est génial ce qu'il fait Rafa. Donc voilà. Bon, bref. C'est pas le sujet, on en parlera peut-être dans une autre vidéo pour parler de l'après-tennis. Mais bon, vu qu'on n'en est pas encore là, on va pas encore en parler, on va pas porter la poisse. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée à tous et à très vite sur le blog.